Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois d'avril. J'ai 6 films à vous présenter, une série ainsi que 3 livres, parmi lesquels 2 coups de cœur, rien que ça. Le premier film dont je vais vous parler est un film d'horreur sorti au mois de mars, plus exactement le 20 mars, qui met en scène des religieuses dans un couvent. De la nunsploitation, j'adore ça, je vous en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs. Il s'agit du film Immaculée. Suffering is love. Suffering. Nous y suivons Cecilia, une jeune religieuse américaine interprétée par Sydney Sweeney, qui s'installe dans un couvent isolé en Italie. L'accueil est chaleureux, mais très rapidement, Cecilia réalise que quelque chose cloche dans ce lieu. Le scénario est très basique. Évidemment, c'est le plot twist, je trouve, qui fait la grande force du film, mais ça serait dommage que je vous le dévoile. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la nunsploitation féministe. Et oui, puisqu'on est face à une nonne, femme, qui va reprendre le dessus sur les hommes et sur ceux qui lui ont fait subir. Je vais pas vous dire de quelle façon elle va s'émanciper, mais en tout cas c'est la grande thématique du film jusqu'à la scène finale. Même la bande originale d'ailleurs inclut des chants religieux qui sont chantés par des femmes. Et je parle pas uniquement des scènes à l'église, mais bel et bien de la bande originale qui nous suit tout au long du film. Il y a tout un travail sur l'atmosphère et notamment sur la présentation du lieu, puisque il y a de nombreuses scènes de vie au couvent. Donc les sœurs qui soignent les patientes, puisqu'effectivement ce couvent il est un peu particulier, puisque c'est un refuge pour les nonnes vieillissantes qui meurent, et d'ailleurs on nous dit dès le début, la mort là-bas fait partie du quotidien. Donc on les voit soigner les patientes, les boire trop de vin aussi lors de soirées un peu alcoolisées, étendre le linge, se croiser même sur les toilettes. C'est là que sœur Cecilia fait la connaissance de sa voisine de chambre. Ça contribue à rendre la vie de ce couvent normale. Et justement, j'aime l'idée dans ce film que l'horreur ne vient pas du fantastique. Dans le sens où, à chaque fois qu'il y a des éléments un peu terrifiants, notamment des jumpscares qui vous font sursauter, ce n'est jamais dû à des éléments fantasques. C'est une sœur vieillissante qui vient la visiter au beau milieu de la nuit, une des nonnes qui tord la jambe à une sœur qui tente de fuir le couvent. C'est la scène d'introduction, c'est pas un spoiler, ou bien encore un oiseau qui vient s'écraser sur la fenêtre. Ce que je veux dire par là, c'est que tout au long du film, on essaie de nous présenter ce couvent comme quelque chose de normal, où les nonnes vivent leur vie en toute sérénité, sauf que le mal, en réalité, il vient de l'humain. Il vient pas d'une quelconque menace surnaturelle. On va passer aux sorties du mois d'avril avec une comédie sortie le 10 avril, plus précisément. Premier film de Florent Bernard. C'est le genre de comédie que j'ai envie de soutenir, avec des personnages qui sont attachants, une comédie intelligente en fait, et qui mérite vraiment d'être vue. Elle est encore au cinéma, alors foncez voir Nous l'est le roi. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années. Papa, c'est toi, fils de pute? Va te péter la gueule là, tu crois? Mais non, c'est un quiproquo. Mais... Oh putain, il a un marteau. On voudrait un dessin de nous quatre, s'il vous plaît. C'est 80 €. Vous êtes Banksy ou quoi? Ah mais ça va, je vais les mettre moi. Ça va finir à la poubelle. Je vous entends, hein. Sandrine Leroy, interprétée par Charlotte Gainsbourg, annonce à son mari Christophe, José Garcia, qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison et donc elle ne voit plus rien qui la retient ici. Christophe est désemparé, il n'a pas vu l'amour de sa femme s'estomper et donc il va décider d'emmener toute sa famille dans un week-end pour recoller les morceaux, pour montrer qu'ils sont encore une famille soudée, en les emmenant aux différents lieux qui ont marqué leur vie commune. Chez les Leroy, chacun des membres de la famille a ses propres problèmes. La mère n'est plus heureuse dans ce couple, la fille se sent délaissée, le fils il tente de réparer sa relation avec sa petite amie, mais personne n'ose en parler. Chacun fait comme si de rien n'était en fait, pour ne pas inquiéter le reste de la famille. Parce que depuis que les enfants sont grands, les relations elles sont plus les mêmes, il faut bien le dire. Par exemple, après les repas, les enfants ils remontent directement dans leur chambre. Il y a beaucoup moins de moments passés à 4. Ce voyage c'est l'occasion de renouer les liens, ou plutôt de constater aussi qu'ils n'ont jamais été perdus. Un fou rire suffit à raviver la flamme de cette relation qui lie les 4 personnages.
Et ce qui fait qu'on s'y attache aussi énormément. De toute manière, le film a, je trouve, une dimension universelle, de par déjà le traitement de la relation parent-enfant qui parlera à tout le monde, le fils qui est gêné à l'idée de parler de sa copine au reste de sa famille, la fille qui déteste qu'on la qualifie de jolie parce que ça la met mal à l'aise, et qui sait d'ailleurs que, de toute manière, le regard d'amour de ses parents, il n'est pas objectif, la mère qui demande l'accord aux enfants avant de divorcer parce qu'elle a peur qu'ils soient tristes et donc elle en parle mais autour d'un bol de céréales le matin alors qu'il s'apprête à partir à l'école, le père qui est un peu perdu en fait dans tout ça, parce qu'en vrai, lui, on se demande même un peu s'il n'est pas resté bloqué au moment où ses enfants étaient encore au collège, s'il les a réellement vus grandir, dans le sens où s'il s'en est vraiment rendu compte. Universalité aussi au niveau du cadre, puisque ça se passe dans une France qu'on connaît tous, enfin en tout cas pour la grande majorité d'entre nous, la France de la province, hein. C'est la France moyenne qui vit en bordure de la ville et que Florent Bernard regarde avec beaucoup de tendresse. De la tendresse, on en retrouve également dans le film suivant, où une jeune femme à barbe dans la France du 19e siècle décide d'assumer sa pilosité devant son mari et tout simplement devant le reste du village. Il s'agit du film Rosalie de Stéphanie Di Giusto qui est sorti le 10 avril. La dernière fois, vous me demandiez ce que c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça c'en est un. Suffirait que je laisse pousser la mienne. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment vous allez faire avec vos têtes? Ça fait venir les clients. Faites pas ça. Ils vont nous humilier. Vous êtes belle, Rosalie. Nous sommes en 1870, Rosalie est une jeune femme pas comme les autres, puisque depuis toute petite, elle cache son impressionnante pilosité et notamment la barbe qui pousse au niveau de son menton. Son visage et son corps sont entièrement recouverts de poils. De peur d'être rejetée, donc elle se rase fréquemment, et elle est rasée au moment où elle se fiancie à Abel. Abel, c'est un tenancier interprété par Benoît Magimel qui la marie tout simplement pour sa dot. Sauf que Rosalie, elle veut être regardée comme une femme et pas comme un monstre, pas comme un être singulier, et va décider de laisser pousser sa barbe. Mais encore faut-il que Abel, son compagnon, l'aime comme elle est. Rosalie est un film historique à dimension féministe et j'aime profondément le message que veut faire passer ce film, dans le sens où, à partir du moment où Rosalie assume fièrement sa barbe, c'est là que les gens vont lui prêter attention. Parce que, à ce moment-là, lorsqu'elle décide vraiment de laisser pousser sa barbe, elle est rayonnante, elle est pleine de confiance, et son caractère pétillant attire l'œil du village, attire l'œil d'Abel également, bien plus que lorsqu'elle se rasait, ce qui était certes plus conforme aux normes de beauté à ce moment-là, mais où elle apparaissait aussi comme beaucoup plus renfermée sur elle-même. Tout ça est dû à la merveilleuse performance de Nadia Tereskevich, qui est ma chouchoute. Honnêtement, j'adore cette actrice, vraiment j'ai eu l'occasion de la voir dans le cadre d'une avant-première et voilà, sa gentillesse, sa douceur, c'est vraiment une femme que j'aime beaucoup. Et dans ce rôle, elle est tout en sensibilité et en douceur. On voit ses yeux qui brillent aussi quand elle peut enfin être elle-même. Bien sûr, dans ce tandem, il y en a un autre qui se démarque, c'est Benoît Magimel, qui lui est tiraillé parce qu'il est à la fois répulsé en fait par cette apparence, mais en même temps attiré par le caractère de cette femme. Il a honte d'être en couple avec elle, d'un point de vue social. Et ça montre bien aussi à quel point, du point de vue de la société, c'est difficile d'accepter de fréquenter des personnes différentes parce qu'il y a une crainte du jugement. Après Rosalie, je trouve que ça reste un film assez oubliable, malheureusement, mais en tout cas une jolie ode à la différence. Peut-être que vous vous êtes demandé où sont passés les fameux coups de cœur que je vous évoquais en début de vidéo. Eh bien, ils arrivent. Tout d'abord, on va parler d'un film d'un réalisateur que j'affectionne beaucoup, j'aime toute sa filmographie, bien qu'elle ne comporte que 4 longs métrages. Son précédent film, d'ailleurs, Men, faisait partie de mes coups de cœur de l'année 2022, déjà. Il s'agit du nouveau long métrage d'Alex Garland qui se situe dans un futur proche. C'est Civil War, sorti le 17 avril. You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus. Les États sont divisés, il y a une guerre civile qui se déroule là-bas, avec extrêmement de violence, l'usage des armes notamment, et plusieurs photojournalistes, 4 photojournalistes plus exactement, vont s'aventurer jusqu'à Washington avec comme objectif d'interviewer le président. L'interview du président est une finalité puisque le film s'intéresse plutôt à leur parcours, donc de New York jusqu'à Washington.
Il n'y a que 300 et quelques kilomètres, il me semble, entre les deux villes en temps normal, mais là, comme la route est bouchée, il doit faire un grand détour, et donc on les suit durant ce grand détour. On a 2 journalistes confirmés, un journaliste vieillissant, et enfin une toute jeune photojournaliste qui a 23 ans, il me semble, et qui part pour son premier véritable périple. Déjà, je vais balayer la principale critique qui est faite au film. J'ai vu beaucoup de gens reprocher à Civil War de ne pas nous indiquer comment avait débuté cette guerre civile. Alors ça tombe bien, parce que le film ne traite pas de ça. Et ça m'agace parce que pour Alex Garland, il l'a bien spécifié dans les interviews, la guerre civile n'est qu'un prétexte pour mettre en scène des photojournalistes. Le véritable propos du film, c'est la façon dont les photojournalistes travaillent. Les journalistes, de façon générale, en temps de guerre. Je pose ça là parce que ces critiques qui sont déçus parce que oui, la réponse au pourquoi de la guerre n'est pas donnée dans le film n'évoque pas ce sujet. Ce n'est pas la thématique centrale du film. L'attitude des photojournalistes, donc en temps de guerre, prête à tout, y compris à se faire tuer pour obtenir l'image parfaite. Le film traite aussi de leur comportement sur le terrain, donc la façon de se mettre en danger bien sûr, mais aussi comment réussir à garder son calme en fait lorsque il faut photographier un homme qui vient juste d'être tué en face ou qui est en train d'être tué. Comment réagir, et en cela les premiers pas de Cailee Spaeny, il me semble qu'on le prononce comme ça, qu'on a déjà vu là tout récemment dans Priscilla de Sofia Coppola. Cette jeune actrice est fabuleuse, j'ai vraiment hâte de suivre son parcours. Bah justement, ce personnage illustre vraiment ça, parce que on la voit hésitante. Son personnage permet aussi de montrer la relation entre les différents journalistes, notamment le fait qu'il ne faille pas parler de ses projets, de peur de voir son confrère partir devant en fait, et vous devancer sur tel sujet, mais aussi la relation face à des débutants comme son personnage, à qui on donne des conseils, et rapidement, nos journalistes confirmés vont se montrer très, très protecteurs vis-à-vis d'elle, l'attirant par exemple par le gilet en cas de danger. De façon générale, j'adore, je vous le dis, le cinéma d'Alex Garland. Pour moi, chacun de ses films, ça vaut au minimum un 4 sur 5, parce qu'Alex Garland est capable d'insuffler un climat de tension. La tension, elle est présente tout au long du film, mais le point culminant, malgré tout, ça reste la confrontation face à Jesse Plemons, qui, lui, est arme à la main, avec une fosse pleine de cadavres à côté de lui. Et on sait que c'est un personnage qui est imprévisible, qui peut tirer à tout moment, parce qu'il n'en a rien à faire en fait de la valeur d'une vie humaine. De façon générale, dans Civil War, c'est un film où vous cramponnez à votre fauteuil, parce que le danger peut arriver à tout moment. Et en lien avec ça, j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont la bande originale, qui est composée de chansons folk / pop, qui tranchent avec l'horreur des scènes montrées. Dans le sens où elles sont souvent utilisées lors de scènes de craquage émotionnel, où les personnages crient, ou bien lors de scènes de violence. Et certains ont reproché la façon dont ces musiques romantisent justement des scènes de drame humain, il faut bien le dire, des scènes de guerre. Ça en atténuerait la violence. Mais moi justement, ça m'intéresse parce que j'ai le sentiment que c'est aussi la manière avec laquelle les personnages, ces journalistes, perçoivent en fait l'action, qui se voient comme les personnages d'un film d'action, et lorsqu'ils sont sur le terrain, c'est un peu comme ça qu'ils perçoivent ces scènes finalement. Je dis ça, mais il s'agit juste de mon interprétation de l'utilisation de la bande originale par Alex Garland. On va parler d'un film adapté d'un animé / manga que j'affectionne beaucoup, au point d'y dédier une vidéo, je fais une petite publicité, qui sortira le 26 mai, intitulée 5 raisons de voir Spy X Family. Donc Spy X Family à la base c'est un manga de Tatsuya Endo. La première saison de l'animé est sortie au printemps 2022. À l'heure actuelle on a 2 saisons pour un total de 37 épisodes. Et le 17 avril est sorti un film à destination de tous les publics, pas seulement des fans du programme, intitulé Spy X Family Code White. Spy X Family, c'est l'histoire de Twilight, un espion qui, dans le cadre d'une mission, va devoir créer une famille factice. Pour ce faire, il va faire un mariage d'arrangement, clairement, avec Yor, une tueuse à gages, et il va adopter une fille,
Anya, qui elle est télépathe. La particularité, c'est que aucun des membres de la famille n'est au courant des secrets des autres membres, ce qui fait que chacun reste avec son secret et doit le conserver en ignorant tout des secrets que portent les autres personnages. L'histoire de ce film est inédite et débute par un concours de pâtisserie lancé par l'école d'Anya. Anya va décider de faire un dessert qui est une spécialité en fait d'une région lointaine, une région enneigée du pays. Et donc, afin de la réaliser au mieux, toute la famille va partir en week-end là-bas afin de tester cette fameuse pâtisserie. Sauf que rapidement, ils vont se retrouver sur la route de vilains qui vont venir contrecarrer leur séjour. Pour la faire courte, Code White, c'est un épisode allongé de Spy X Family sur 1h40. C'est tout simplement un prolongement de l'animé, comme si on avait eu un épisode un peu plus long qu'à l'accoutumée, qui ne fait pas avancer l'histoire. Hein. C'est un peu une aparté dans l'histoire principale. C'est un film qui est accessible pour le coup, parce que dans l'introduction, il repose les bases dans quelque chose que moi je trouve assez lourdingue, il faut bien le dire. C'est que souvent, un film d'animation se démarque du support original, donc se démarque de l'animé, en adoptant un style graphique assez différent, en tout cas un style graphique plus abouti. Spy X Family, on est sur la même animation, à ceci près que les décors sont peut-être un peu plus fournis qu'à l'accoutumée, et encore. C'est pour ça que ça renforce encore plus l'aspect de voir un épisode allongé, parce que finalement, le long métrage, il n'a pas grand chose à nous proposer de plus qu'étirer une histoire sur 1h40. Je suis assez dure, mais il y a pas mal de points qui me dérangent, et un autre point qui m'embête, c'est que, comment dire, pour faire plaisir aux spectateurs qui connaissent déjà l'univers, le film va faire en sorte que chaque spectateur puisse voir son chouchou. Et par conséquent, va essayer de mettre tout le monde dans le film. Sauf que le spectateur, il est pas dupe, il voit bien que c'est forcé, et que y a des rôles qui sont confiés à des personnages dans le scénario et qui sont juste là pour les faire apparaître pendant 2-3 minutes grand max. C'est suffisant pour avertir les spectateurs qui sont très contents de voir leur chouchou, sauf que ça alourdit le récit et on questionne l'utilité de ça. Et le problème, c'est que ça rend le film moins accessible, ce qui est assez contraire à ses ambitions de départ, puisque rapidement le spectateur il s'y perd, il se dit mais qui sont tous ces personnages qui sortent de nulle part. Dans un souci d'efficacité et de compréhension, ça aurait été plus logique de couper les seconds rôles qui ne sont là qu'en guise de caméo. Heureusement qu'on termine cette partie dédiée au film avec un coup de cœur, le nouveau film de Lucas Guadagnino, sorti le 24 avril, mettant en scène un trio absolument sublime, Zendaya, Mike Faist et Josh O'Connor dans Challengers. How often does this happen? Going after the same girl? Not as often as you think. We usually have different types. So you're saying I should be flattered? Aren't you everybody's type? Come here. Which one of us? Tashi Duncan est une brillante tenniswoman qui coach désormais, à la suite d'une blessure, son époux. Sauf que sur le terrain, il s'avère que son époux va se retrouver confronté à l'ex-compagnon de Tashi. Autant vous dire que les retrouvailles sur le terrain sont assez électriques. À l'image du film d'ailleurs, qui est un film profondément électrisant au niveau de sa mise en scène, parce qu'on est face à des scènes de tennis qui sont immersives, voilà, dynamiques. Je songe à ces plans à la fin du long métrage qui suivent la balle vraiment sur le court, la caméra est mise à la place de la balle. Ils sont peu nombreux, heureusement, parce que rapidement ça donnerait le tournis, voire la nausée, mais je trouve que c'est prenant et Challengers en ça offre une plongée au cœur du match avec ses enjeux sportifs, bien sûr, qui va remporter le challenge, mais aussi ce que l'on connaît, les enjeux émotionnels, puisque, vous l'avez vu dans la bande-annonce, ces trois personnages, ils ont fricoté par le passé, alors à des échelles différentes, mais les trois, vraiment, ont été liés à un moment ou à un autre par des sentiments, et donc forcément, ce trio, il a une relation qui est très très étrange, qu'on va découvrir d'ailleurs au fil du film. Et donc, ces matchs, il y a non seulement les enjeux sportifs, mais aussi les enjeux émotionnels en raison des liens qui unissent nos personnages. Et puis le film électrisant aussi de par sa bande originale électro. Et puis là, on est aussi face à un vrai triangle amoureux, et moi ça me plaît, parce que j'en ai marre de ces faux triangles amoureux où les deux garçons sont amoureux de la même fille. Là, c'est vraiment les trois qui... Non, ceci est un rectangle, ceci est un triangle, les trois qui ont vraiment fricoté ensemble pour le coup.
Et donc, à chaque fois, chaque personnage a des ambiguïtés avec les deux autres protagonistes. C'est pas juste deux garçons sur une même fille, et donc on est sur le vrai triangle amoureux qui est obligatoirement queer, parce qu'il y a forcément eu une relation entre deux personnes du même sexe. Mais bon, le point culminant du récit, et de toute manière le fil conducteur du récit, parce qu'il est là tout du long, c'est ce fameux match qui oppose Mike Fest et Josh O'Connor, parce qu'on sent, en fait on nous présente dès le début, et on sent bien qu'il y a des enjeux derrière, sauf qu'on ne les connaît pas. Et donc, le film va faire des allers-retours entre passé et présent pour nous présenter différents moments en fait clés de leur relation, soit à deux, soit à trois. Et petit à petit, on va appréhender les liens qui les unissent et comprendre surtout d'où vient cette tension qui semble s'être installée des années plus tard. Moi, je trouve ça extrêmement pertinent parce que ça permet de distiller de nouveaux enjeux tout au long du film, y compris à la fin, où de nouveaux enjeux se rajoutent, et puis ça permet aussi de maintenir l'intérêt du spectateur. Tout au long du film, voilà, tout au long du film, il va y avoir des points d'interrogation auxquels Lucas Guadagnino va venir répondre au fur et à mesure. On va désormais passer aux séries, j'en ai une à vous présenter, sortie le 30 avril sur Netflix. Elle comporte 7 épisodes d'une trentaine de minutes environ. C'est très rare que cela m'arrive, mais sachez que cette série, j'ai dévoré en une journée. Alors, à différents moments de la journée, j'ai pas tout regardé d'un coup, mais j'étais tellement accro et le projet, l'idée du projet, l'ambiance qui s'en émane me plaît bien. Il s'agit de la série Fiasco par Igor Gottesman. Huguette, mon amour. Aïe, putain, coupé. C'est pas la Normandie, c'est une chicha votre truc là. Mais je crois qu'il vaut mieux virer la fumée, sérieusement. Peut-être pas toute la fumée parce que j'avais imaginé. Non. Toute. Allez, toute la fumée, plus safe. Plus safe, exactement. Allez, ça tourne. Action, tu peux dire action. Action. Ah, plus fort. Plus fort. Ah non, tu dis action plus fort. Action. Voilà. Une série sortie sur Netflix qui nous présente Raphaël, un réalisateur qui réalise son premier film sur sa grand-mère résistante. Sauf qu'au départ, lui, il va enchaîner les gaffes, tout au long du film d'ailleurs. Et en plus de cela, il s'avère que quelqu'un, un corbeau, essaye de mettre à mal le tournage. Autant vous dire que très rapidement, la production du film va s'avérer être un fiasco. C'est donc une série qui adopte le point de vue du making-of du film. En fait, à chaque fois, c'est toujours la personne qui réalise le making-of qui nous montre les images. Et donc, c'est assez sympa parce qu'on est toujours tapis dans un coin de la pièce ou parfois au plus près des personnages. En tout cas, c'est toujours des séquences qui sont tournées pour le making-of. Au milieu de tout ça, il y a Raphaël qui n'a pas les codes. Du cinéma. Par exemple, le langage. Lorsqu'il demande à retourner une scène, il dit « Allez, on rebelote ». Pour demander à l'équipe de recommencer, mais c'est aussi un manque de codes sociaux, tout simplement. Un personnage très maladroit, pour le coup, dans ses paroles, mais aussi maladroit dans ses gestes. Par exemple, lorsqu'il manque de se prendre la marche avant de monter sur scène, lorsqu'il tripote nerveusement l'assise du fauteuil. Chaque fois qu'il prend la parole, ça suscite toujours un sentiment de gêne chez ses interlocuteurs, que ce soit ses blagues ou juste sa façon d'agir. Et sans lui, évidemment, la série n'aurait pas cette atmosphère aussi gênante qui quand même prête à sourire. C'est terrible parce que non seulement il enchaîne les gaffes, mais en plus de ça, il est incapable de les réparer, comme lorsqu'il y a un accident dans le tournage, et lorsqu'il se rend chez la famille de la personne blessée, il n'ose pas leur dire la vérité, et donc il finit par partir en laissant un post-it sur le frigo en expliquant machin c'est fait de couper Joséphine s'est fait couper le pied, c'est ça l'accident, lors d'une cascade, je suis désolée, hop, il s'en va sur un post-it. On va terminer cette vidéo par la catégorie littérature. J'ai 3 livres à vous présenter. 3 petits livres, dont un essai féministe, un essai issu de la collection Point Féministe. C'est une collection dont j'ai acheté plein d'ouvrages il y a de ça quelques années, au moment de son lancement, et je ne les ai jamais lus, donc je les ressors au fur et à mesure et je les prends avec moi pour les lire avant d'aller au cinéma ou bien au travail quand je suis toute seule pour la pause déjeuner. Ça me permet d'avancer doucement mais sûrement dessus. C'est une collection que j'aime beaucoup parce que les essais, mine de rien, c'est assez coûteux. Souvent, on est entre 20 et 25 €. Ils sont le plus souvent publiés en grand format, ce qui fait aussi que se procurer des essais, ça peut représenter un sacré budget et donc limiter leur accès au plus grand nombre. Et quand on sait la force des essais et leur importance dans la construction des opinions,
Bah c'est bien dommage. Celui-ci est un ouvrage collectif intitulé Sororité et dirigé par Chloé Delhomme. C'est un recueil de textes de 15 femmes qui évoquent la notion de sororité. La sororité, c'est le pendant féminin de la fraternité, c'est le soutien entre femmes, tout simplement, rien à voir avec les liens du sang. Ce que j'affectionne beaucoup dans ce texte, c'est qu'on a une variété au niveau des écrits, des analyses, de la fiction, des personnes qui évoquent leurs souvenirs personnels. Chacune traite vraiment la notion à travers un angle qui lui tient à cœur, à travers un genre littéraire qui lui tient à cœur, et en cela, je suis persuadée qu'on peut tous trouver notre compte dans cet ouvrage, trouver un témoignage qui nous plaît particulièrement. Moi, si je dois vous donner quelques textes que j'ai préférés, et notamment le dialogue fictionnel d'Estelle Sarabul, qui est au début, et donc on y suit une initiée du féminisme, on va dire, une initiée au féminisme, qui est face à une amie à elle, qui elle est complètement récalcitrante, réticente au féminisme. Elle n'y a pas grand chose de la qualifier d'hystérique, hein, on est vraiment à ça. Et donc le texte, outre le cheminement de cette femme qui va découvrir que le féminisme, c'est simplement vouloir l'égalité et pas dominer le monde ou quoi que ce soit, Estelle Sarabul, elle offre aussi une série d'arguments à donner aux personnes qui pourraient ne pas s'intéresser, voire même être méfiants vis-à-vis du féminisme. On a aussi un texte d'Ovidie qui m'a bien plu, où elle explique pourquoi est-ce qu'on a du mal à se réjouir du succès des autres femmes, et qu'en réalité c'est dû à notre société, hein, et pour illustrer ça, elle prend des exemples issus de la pop culture, une chanson à succès des années 80, le personnage de la Schtroumpfette, ou bien encore le film La mort vous va si bien. Les deux ouvrages historiques dont je vais vous parler traitent du Moyen-Âge, à commencer par Gilles et Jeanne de Michel Tournier, qui évoque la relation entre Gilles de Rais et Jeanne d'Arc. Gilles de Rais, si vous ne le connaissez pas, c'est un personnage, alors la légende urbaine dit qu'il aurait inspiré le personnage de Barbe Bleue. La vérité, en tout cas, c'est que Gilles de Rais a violé et tué plus d'une trentaine d'enfants, des garçons essentiellement, et il faisait disparaître leurs corps en les brûlant dans la cheminée. Le récit se demande, enfin Michel Tournier à travers ce récit demande, mais comment ça se fait que Gilles de Rais soit un personnage aussi terrible et que Jeanne d'Arc ait pu le fréquenter surtout, ait pu batailler à ses côtés, qu'il ait pu être son compagnon d'armes. Et donc, Michel Tournier imagine que Gilles de Rais n'est pas né avec le vice en lui, mais que c'est arrivé tardivement dans sa vie. Et il explique notamment que cela serait dû au traumatisme après que celle qu'il aimait, Jeanne d'Arc, ait brûlé sur le bûcher. Que c'est à partir de ce moment-là que Gilles de Rais a commencé à vriller sérieusement. Ainsi, la première partie du récit nous présente Gilles de Rais avec Jeanne, jusqu'à ce qu'elle soit brûlée sur le bûcher. On a donc les sentiments de Rais à son égard, le fait qu'il soit prêt à la suivre, peu importe où elle aille, allant jusqu'à embrasser d'ailleurs la plaie sanglante de Jeanne d'Arc pour sceller leur destin. Il aime vraiment, mais il aime aussi la façon dont elle est libre, et donc il sait pertinemment que s'il ne peut pas l'avoir contre lui, s'il ne peut pas l'avoir en tant qu'être de chair, il peut au moins rester à ses côtés en tant que compagnon d'armes. Le reste du récit suit sa chute, en sachant que c'est peu graphique. Ça laisse imaginer ce qu'il se passe, mais on ne le raconte pas ouvertement. Nous ne sommes jamais avec Gilles de Rais lorsqu'il massacre des enfants, en fait, lorsqu'il viole des enfants, puis il les tue. Et heureusement, parce que ça évite le voyeurisme. En fait, il faut attendre le procès de Gilles de Rais pour entendre les mots crus des témoins qui, eux, vont vraiment narrer ces moments parce qu'ils l'ont accompagné dans ses crimes. Gilles et Jeanne nous présentent la figure fougueuse et indépendante de Jeanne d'Arc. Une autre figure libre et femme de notre histoire, c'est Aliénor d'Aquitaine, au cœur du roman Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Moreau. On y suit donc le personnage d'Aliénor d'Aquitaine qui vient d'être mariée au jeune Louis VII, et donc ça suit leur relation, en sachant qu'Aliénor d'Aquitaine c'est donc une femme qui était libre, hein, qui dirigeait l'Aquitaine comme bon lui semblait, une figure indépendante. Et de son côté, le roi Louis, lui, qui voulait simplement entrer dans les ordres, qui n'a pas l'âme d'un guerrier et qui voulait vivre sa vie auprès de Dieu. C'était ce qui l'intéressait, et donc il est contraint de prendre le pouvoir. Lui, il tombe amoureux d'Aliénor d'Aquitaine dès les premiers instants où il la voit.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le récit est donc du point de vue d'Aliénor, ce qui permet de nous montrer aussi son caractère impétueux, son indépendance et sa façon de fonctionner aussi, sa façon de penser, comment est-ce qu'elle agit comme lorsque elle décide de prendre un cheval et de prendre une grande accélération avec le cheval juste pour faire peur aux gens autour et avoir un petit saut d'adrénaline, tandis que Louis, lui, est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et c'est là que leurs deux tempéraments en fait fonctionnent bien et que mettre en parallèle leur point de vue est aussi très pertinent, puisque dans le roman est du point de vue d'Aliénor, mais à cela s'ajoutent des lettres écrites par Louis VII qui racontent son amour pour Aliénor d'Aquitaine. C'est des lettres qui lui sont destinées et à travers différents moments de leur vie. Donc les lettres ponctuent tout le récit, souvent elles font suite à un événement, et donc dans sa lettre, Louis relate son point de vue de l'événement avec des éléments supplémentaires. Ça complète bien le point de vue d'Aliénor en fait, parce que si elle est fougueuse et elle se montre comme telle, en tout cas elle se perçoit comme telle dans son point de vue à la première personne, lui, il va plutôt venir évoquer la douceur de ses traits lorsqu'elle dort. En fait, il évoque Aliénor à travers son propre point de vue, à travers les yeux de l'amour, et livre une facette différente de cette héroïne. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos dernières recommandations culturelles en commentaire, ça m'intéresse. Moi, si je devais vous donner de longs métrages à visionner, ce serait évidemment Civil War et Challengers. Je vous recommande aussi de vous renseigner sur la collection Point Féministe, qui vaut vraiment le détour. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos recommandations, c'est toujours chouette de papoter ensemble là-dessus. C'est aussi pour ça que ces vidéos sont mes favorites, parce que j'adore échanger avec vous sur la culture et vous dire ce qui vaut le coup, ce qui est moins intéressant. C'est un bel échange, je trouve. Sur ce, je vous dis à la prochaine.